on s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'il y a une précocité des rapports sexuels. Les jeunes ont des rapports sexuels de plus en plus précocement. Maintenant, oui. Comparativement à peut-être nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et l'âge moyen du premier rapport sexuel qui a été déterminé en ce moment, dans notre pays en tout cas, est de 12 ans. Vous imaginez? Alors qu'avant, cet âge du premier rapport sexuel tournait autour de 16 ans, 18 ans. Bouébolamu Caribou, c'est tout simplement pour dire bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue Afrique, bienvenue RDC, bienvenue Burkina Faso, bienvenue Centrafrique, Gabon et Sénégal. Bienvenue à tous dans ce plateau de Back to Doc. Ces beaux plateaux avec ces fauteuils confortables mis à notre disposition par Niel pour partager ce moment avec vous, des moments d'échange, des moments de conversation. Oui, avec vous parce que nous vous faisons intégrer dans cette conversation, du moins à travers la pensée. Vous discutez aussi entre vous pendant que nous discutons entre nous. Entre nous, quand j'ai dit nous, c'est moi, Bibiche, de la RDC, vous avez déjà retenu certainement, et Smarty. Smarty. Voilà, chez nous c'est bonjour, et puis Elisa c'est bonsoir. Selon le temps où vous nous regardez, Bibiche a dit que les fauteuils sont confortables. On va demander aux invités s'ils peuvent vérifier si c'est vraiment confortable. Non, ben moi je me sens bien et je vois le docteur bien installé. Ça veut dire qu'ils se sentent bien aussi, n'est-ce pas, docteur? Ça va? Docteur Abdoulaye Diop. J'aime beaucoup ce nom, mais en fait, j'ai l'impression que j'entends ce nom partout. Hein. Quand je vois un Sénégalais, c'est Abdoulaye, c'est Ndiaye, c'est Diop, voilà. Abdoulaye Diop, c'est presque un nom commun de personnes ici. La moitié des Sénégalais s'appelle Abdoulaye Diop. Et à côté de moi, j'ai Khadija Kondol. Khadija. Franchement, les Sénégalais. Non, mais c'est facile. C'est Khadija. Khadija Kondol. Mais quand tu écris, il n'y a pas de R. Hein. C'est H. C'est un H. Est-ce que c'est trop de Khalima, Soubranda? Non, Soubranda et Khadija, c'est pas la même chose. Hein. Tu es en train de comparer un plat et un prénom, non. En tout cas, on a deux invités, je pense deux invités qui seront dynamiques à l'image de toutes les émissions précédentes qu'on a fait. Alors, le sujet, ça va toucher aujourd'hui un peu à la santé sexuelle et reproductive quand même. Et oui, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, surtout pour les jeunes. Tu sais, en Afrique, bon, moi, je vais parler surtout de mon pays. Le problème lié à la santé sexuelle des jeunes et adolescents, c'est vraiment très, très criant. Les jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes, en tout cas. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'un des problèmes. On va parler d'un virus. Hein, c'est une maladie virale qui touche énormément de personnes dans le monde, en Afrique, dans nos pays. C'est le papillomavirus. Alors, moi j'irai directement pour installer bien tout le monde, parce que quand on dit papillomavirus, même moi, je suis bleu dedans. Je suis arrivé. Je suis sûr que toi, tu vois juste au briefing. Oui, je vois un papillon. Je vois un papillon, mais après, il y a un virus qui vient s'ajouter. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le papillon, c'est beau. C'est lui, le papillon, c'est beau, c'est tranquille, c'est les fleurs, c'est cool. Mais quand on ajoute virus, je dis, oh, c'est quoi? Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le papillomavirus? Déjà, le papillomavirus n'a rien d'un papillon. Au contraire, même quand on voit l'image au microscope électronique de la forme du papillomavirus, il ressemble plus au corona. Okay. Il a exactement la même tête que le corona, approximativement, avec des petits... Comme des couronnes. Comme la tête de Smarty. Donc, je suis en mode papillomavirus. Ah, ça, c'est la meilleure. Ah. Donc, c'est un virus, comme vous l'avez dit, c'est un virus très dangereux, même s'il a un beau nom, mais assez dangereux.
et qui crée beaucoup de dégâts dans la vie sexuelle, principalement des femmes et des hommes. On va le voir tout à l'heure. C'est un virus impliqué dans la santé sexuelle ou dans les maladies sexuellement transmissibles, telles que le cancer, pour dire précisément les choses, le cancer du col de l'utérus. Et c'est un virus qui donne le cancer. Beaucoup de cancers, on ne connaît pas la cause, on connaît juste les facteurs de risque, qu'est-ce qui donne le cancer, le tabac, la fumée, l'alcool, etc. Mais en matière de médecine, il y a 2 cancers dont on connaît exactement la cause, ce que nous appelons le primum movens, c'est-à-dire la chose qui est à l'origine du déclenchement du processus qui va aboutir au cancer. C'est le cancer du foie et le cancer du col de l'utérus. Pour le cancer du foie, c'est le fameux virus de l'hépatite B. Et pour le cancer du col de l'utérus, c'est le papillomavirus dont on parle justement aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces virus? Des manifestations qu'on peut voir. D'abord, est-ce qu'il y a des manifestations? Parce qu'il y a certaines maladies, il n'y a pas de signes comme tel et tout, alors que ça incube dans le corps. Mais est-ce que pour le papillomavirus, il y a des manifestations, il y a des signes cliniques pour reconnaître ça? Oui, heureusement, les études ont montré qu'il y a quand même des signes qui montrent qu'on a été en contact avec le papillomavirus. Parce que l'avantage, pour faire rapidement un petit cours simplifié de cancérologie, l'avantage avec les cancers, ou l'avantage, si j'ose dire, l'histoire de la maladie des cancers, c'est qu'elles évoluent. Un cancer n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est un processus très long qui apparaît, pour le cas précis du cancer du col de l'utérus, sur plusieurs années. Et donc, entre le premier moment où vous avez été en contact avec le papillomavirus, dans le cadre d'une relation sexuelle, n'est-ce pas, entre ce moment-là et l'apparition du cancer, il va se passer plusieurs années. Et durant toutes ces années, il y a des petites manifestations invisibles à l'œil nu, mais que nous pouvons nous retrouver au microscope en faisant de petits prélèvements sur le col de l'utérus qu'on appelle des frottis cervico-vaginaux, qui nous permettent de voir à quel stade on est, n'est-ce pas? Et c'est très long. Entre le moment où on a eu un rapport sexuel, on a été contaminé par le papillomavirus, il faut à peu près 5 à 10 ans pour que la première lésion apparaissent, qu'on appelle la lésion de bas grade ou les lésions CIN1, qui sont des lésions non cancéreuses, qui sont des lésions traitables, qui sont des lésions guérissables, qui sont des lésions réversibles. Ensuite, nous allons passer du premier stade au deuxième stade en 5 à 10 ans aussi. Même chose. Ça fait déjà à peu près 10-20 ans. Disons 10-20 ans, à peu près. Oui. Deuxième lésion, 5-10 ans, on passe à la troisième lésion. Même chose, qui sont des lésions non cancéreuses, qui sont des lésions guérissables, qui sont des lésions traitables et des lésions qui peuvent régresser. Cependant, le danger, c'est que pour passer de cette lésion 3 au cancer, là, ça se passe très vite, environ 1 an, 2 maximum. Et donc, l'intérêt justement du papillomavirus, c'est de le détecter au premier stade, au deuxième stade ou au troisième stade. Ou bien encore, faire en sorte de ne pas être en contact avec ce papillomavirus ou bien bloquer son évolution dans votre corps. Mais moi, pour ce que j'ai appris justement de la maladie liée au papillomavirus qui est le cancer du col de l'utérus, parce que tout à l'heure, docteur, vous avez dit tout à l'heure que l'acte sexuel aussi peut plus ou moins être un moyen de contracter la maladie. La question que je me pose aujourd'hui, et certainement beaucoup de gens se posent la question, c'est à quel âge? À quel âge? Parce que moi, j'aurais appris que c'est quand une femme est exposée beaucoup plus au col du cancer de l'utérus, quand elle commence très tôt à avoir des rapports sexuels. Mais à quel âge on peut, il est autorisé, il n'y a plus de risque, et comment faire en réalité pour protéger nos filles, protéger nos sœurs et tout. Bon, à quel âge il est autorisé quoi, les rapports sexuels? Non, à quel âge peut-on commencer pour éviter d'être exposé à la maladie, au virus, et surtout pour que ça ne dégénère pas et qu'on ne tombe pas dans le cancer du col. En fait, le cancer du col, c'est une maladie sexuellement transmissible. Okay. Donc, on peut contracter cette pathologie, cette maladie, cette infection, lors de n'importe quel rapport sexuel. OK. Donc, dès lors qu'on commence à être sexuellement actif, c'est ça? Hein? Exactement. Mais plus le rapport il est fait tôt dans la vie, plus le virus aura le temps de d'évoluer rapidement. OK. Si on a un rapport sexuel tôt, premier rapport vers 13, 14, 15 ans, c'est plus dangereux que quand on a eu son premier rapport sexuel à 18 ans ou 20 ans. N'est-ce pas? Encore, si on a plusieurs rapports sexuels ou bien des rapports sexuels avec des personnes différentes, ça accélère encore plus vite l'évolution de cette maladie ou bien le risque d'avoir encore plus de virus dans son corps et de développer plus rapidement le cancer que si on a des rapports avec peu de partenaires sexuels.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à, si on veut faire un rapport par rapport à l'évolution de la contamination ou des personnes qui portent cette maladie-là, je veux comparer les générations. Est-ce qu'on peut dire les générations passées, je vais des années 80 et tout, comparer à la génération maintenant? Quel est, en termes de statistiques, le nombre, quelle génération aujourd'hui est plus exposée au cancer? Après, je vais développer mon idée. Oui, au risque de choquer nos... Ne dis pas, on ne va pas discuter aujourd'hui. Non, mais je commence à voir déjà là où tu veux venir. Au risque de choquer nos parents, peut-être. Effectivement, on s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'il y a une précocité des rapports sexuels. Les jeunes ont des rapports sexuels de plus en plus précocement. Maintenant, oui. Par rapport, comparativement à peut-être nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et l'âge moyen du premier rapport sexuel qui a été déterminé en ce moment, dans notre pays en tout cas, est de 12 ans. Vous imaginez? Oui. Alors qu'avant, cet âge du premier rapport sexuel tournait autour de 16 ans, 18 ans. Alors, Hadidja, je t'ai demandé s'il t'arrivait de voir de temps en temps un gynécologue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Personnellement, non. Jamais. Parce que tu n'as pas eu le besoin, tu n'as pas vu le besoin. J'ai pas eu le... Enfin, je crois pas avoir eu le besoin. En plus de ça, on m'a jamais dit, tu dois aller voir le gynéco pour telle ou telle raison. Est-ce qu'il n'y a pas un mythe même par rapport est-ce qu'il n'y a pas un mythe par rapport à ça? Quel mythe? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là du gynécologue? Est-ce que au-delà de tout, il n'y a pas déjà des préjugés de cette façon de... Ouais. Il y a un préjugé sur si tu pars, ce qu'il va te dire, comment il va te le dire. Et aussi, ce manque d'informations sur le sujet. Ou si tu pars voir les gynécologues, ça veut dire que tu as peut-être été avec un homme, c'est pour ça que tu veux... Ouais, il y a trop de préjugés sur le gynéco, donc tout le monde a peur de... Est-ce qu'on devrait voir les gynécos seulement quand un problème se présente visiblement? Ce que nous constatons, c'est qu'en général, le premier contact avec le gynécologue, c'est lors de la première grossesse. Ce qui est un peu tard d'ailleurs. Normalement, on doit aller voir le gynécologue bien avant. N'est-ce pas? Parce qu'aller voir le gynécologue ne signifie pas obligatoirement qu'on a une vie sexuelle. Non, il y a d'autres choses qu'on peut voir, que ce soit des conseils, que ce soit la vaccination, sur laquelle peut-être on va revenir tout à l'heure, que ce soit le fonctionnement, que ce soit les règles douloureuses, que ce soit les pertes blanches. Il y a le gynécologue, il a avant tout un rôle de conseil, n'est-ce pas? Et la première consultation gynécologique ne doit pas être faite au moment de la grossesse. Ça doit être fait bien avant, au moment de la puberté a priori. Moi, j'aimerais sur ça rebondir et poser une question à Khadija au niveau de la communication. Je sais que je parle d'elle parce que j'aimerais bien qu'elle nous dise son expérience. Est-ce que, personnellement, est-ce que tu es arrivé, toi, à parler facilement de toi, de ton corps, des changements en ton sein à tes parents? Est-ce qu'il y a eu ce débat-là entre vous? Non. Jamais? Non. Et quand, par exemple, tu as eu tes règles pour la première fois, à qui tu as parlé? Est-ce que tu savais déjà comment gérer? Est-ce qu'on ne t'a pas donné? Tu ne savais pas? Comment tu as fait alors? J'ai pleuré. Oh. J'ai cru que j'étais malade. Je ne savais pas, enfin, je m'en doutais, mais je n'étais pas sûre. Donc, j'ai pleuré. Et donc, avant d'avoir les règles, tu ne savais pas ce Non, que c'est? parce que ici, enfin, au Sénégal, à mon sujet, tout ce qui est règles sexuelles, tout ça, c'est tabou. C'est tabou. C'est tabou. Tu en parles. Mais qui doit donner l'information finalement? Normalement, c'est les parents qui doivent donner l'information. Mais les parents, ils se donnent un rôle trop protecteur, entre guillemets. Donc, ils n'en parlent pas ouvertement à leurs enfants. Okay. Est-ce que tu aurais voulu, quand tu donnes certaines informations, oui, tu aurais voulu en parler avec tes parents? Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi-même, tu peux aborder le sujet? Tu es en mesure d'aborder le sujet avec les parents? Pas totalement. Et tes tantes, tes tantes, tes grandes sœurs, ça veut dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un vers qui tu as senti à un moment l'envie d'aller en parler? En fait, moi, chez nous, on est trois. Ma mère, moi et la femme de ménage. Mais comment tu t'arranges? Quand tu es là, tu découvres, ça vient, machin, tout ça, tu n'en parles pas, tu ne dis à personne, tu pleures. Comment tu gères le besoin d'information là? L'Internet. Ah, l'Internet, c'est ça. On a parlé oui, voilà. Nous, en tant qu'hommes, comment est-ce qu'on peut... Quel peut être notre accompagnement? Oui, nous les hommes, que ce soit le frère, que ce soit le grand frère, que ce soit le papa, que ce soit l'oncle, que ce soit le médecin, etc., je pense qu'on a un rôle de conseil. C'est vrai que culturellement, on pense que c'est la maman qui est censée informer la fille de l'arrivée de ses prochaines règles, lui donner les clés, lui donner les astuces, lui donner l'information qu'elle va avoir ses règles, comment gérer les règles,
lui fournir des moyens de protection, que ce soit les serviettes hygiéniques, jetables, lavables, peu importe. C'est vraiment le rôle un peu de la maman, mais c'est culturel, c'est le rôle de la mère. Quand on dit mère, c'est pas obligatoirement mère biologique, ça peut être la mère, ça peut être la tante, ça peut être la sœur, ça peut être la cousine, mais les hommes ont un rôle d'impulsion. Ils doivent impulser ça. Ils doivent pousser leurs femmes peut-être à discuter avec leurs filles, et pourquoi pas eux-mêmes le faire. Eux-mêmes le faire. Pourquoi eux-mêmes le faire? Nous avons des papas qui discutent avec leurs filles de sexualité. Nous avons des papas qui amènent leurs filles en consultation quand elles ont le premier règle, quand elles ont des règles douloureuses, pour qu'on essaie de leur trouver des solutions. Non, là où le blocage se pose, c'est que les gens font l'amalgame entre le fonctionnement des organes génitaux et sexualité. Parler à sa fille, que ce soit le papa ou la maman, des règles, du fonctionnement de son corps, ne signifie pas la pousser à avoir des rapports sexuels. Exactement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Absolument rien à voir. Elle aura des rapports sexuels, tôt ou tard, que ça vous plaise ou non. Là, il n'y a rien à dire. Maintenant, ce n'est pas parce que vous lui avez parlé du changement de son corps, qu'elle doit avoir ses règles, qu'elle va avoir ses règles, qu'obligatoirement que vous la poussez dans les bras de quelqu'un d'autre. Et les parents, c'est là qu'ils sont ce blocage. Parce que pour eux, parler de règles égale parler de sexe. Alors que règles et sexe, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est important, en fait, parce que quand on en parle, on est en train d'outiller son enfant. Mais on ne parlait pas seulement aux jeunes filles, mais aux jeunes garçons aussi. Aux garçons aussi. Ben oui. Exactement. Oui, parce que les jeunes garçons aussi, ils ont une idée très fantasmagorique des règles, du sexe, des règles, de les menstruations. D'abord, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils savent juste que les filles, de temps en temps, à certains mois, elles sont un peu bizarres. N'est-ce pas? Elles ont peut-être des choses, elles voient du sang. Elles sont un peu bizarres, mais... Ils n'ont pas une idée claire par rapport à ça. Une idée claire Ah ben c'est important. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Les rares parents qui vont parler des règles... Non, on demande toujours, ce qui nous intéresse, c'est toujours savoir quand est-ce que ça finit. Voilà. Et pourtant, dans les composantes, les différentes composantes de la santé, de la reproduction, il y a... Bon, je ne sais pas pour d'autres pays, mais en tout cas, en RDC, l'implication de l'homme, ça fait partie des différentes composantes pour avoir une bonne santé sexuelle et reproductive dans le pays. Donc, l'homme s'implique en principe, hein, je dis bien en principe, même si ça ne se fait pas toujours. Les hommes ont tendance à dire « Ah, ça, c'est les affaires des femmes ». Même pour amener la femme en consultation prénatale, « Ah, ça, c'est vos affaires, là ». Ils ne se sont pas impliqués. C'est vraiment très dommage. Et ça a fait que, justement, bon, là, on parle des règles, on parle de HPV, du cancer du col, ça va, mais cette non-implication des hommes, c'est ça qui est à l'origine, justement, de la persistance, par exemple, des mutilations génitales féminines. Parce que les mutilations génitales féminines, les hommes pensent que c'est une histoire de femmes. Donc, ils ne s'en occupent pas. Elles n'ont qu'à gérer entre elles, c'est elles qui mutilent et autres. Donc, on ne s'en occupe pas. Il suffit qu'on mutile un homme ou deux, ils vont prendre le problème, ils vont régler le problème. J'aimerais bien que ça arrive. Ça, c'est un autre sujet, on mutile ces gars. Moi, je vais non, ça n'arrivera pas. C'est méchant ce qu'elle dit là, mais ça n'arrivera pas. Là, je pense qu'il y aura des conférences internationales, des conférences. On va vite trouver des solutions. Docteur Abdoulaye, moi, j'aimerais bien qu'on parle maintenant des vaccins. Parce que c'est vrai est-ce que pour le cancer du col de l'utérus, est-ce qu'il existe véritablement un vaccin? Parce qu'encore, pour d'autres, c'est encore des mythes. Nous, on pense que tout le monde a l'information, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et comment ces vaccins-là peuvent-ils prévenir du cancer du col de l'utérus? Oui, il existe un vaccin. Oui, il existe plusieurs vaccins et ils sont extrêmement efficaces. Plusieurs vaccins. Il est un vaccin ou plusieurs vaccins? Plusieurs vaccins. Pourquoi il existe plusieurs au moins vaccins? 3 vaccins. Okay. Parce qu'il y a des vaccins qui vont lutter contre les 2 souches de virus HPV qui donnent le cancer du col. Oui. Il y a des vaccins aussi qui vont lutter contre les souches de virus HPV qui ne donnent pas le cancer du col, mais qui donnent d'autres pathologies, comme les virus génitales. Donc, il y a plusieurs types de vaccins. Et c'est des vaccins qui sont très efficaces selon le schéma vaccinal qui sera utilisé. Si le schéma vaccinal optimum, c'est la vaccination des jeunes filles avant le premier rapport sexuel. Parce que le principe de la vaccination, c'est quoi? C'est de vous mettre en contact avec un virus ou un microbe vivant, atténué, ou mort, ou un fragment de ce microbe. Okay. Pour que votre corps développe des anticorps pour que le jour où vous serez en contact avec ce vrai microbe, vous avez déjà la capacité de lutter contre ce microbe. Donc, c'est le principe, que ce soit tuberculose, poliomyélite, tétanos, tout ce que tu veux. Tous les vaccins fonctionnent selon le même principe. Donc, pour le HPV, puisqu'on sait que pour le cancer du col, c'est le virus HPV qui va donner le cancer du col. Donc, si on vous vaccine contre le HPV, le jour où vous serez en contact avec un vrai HPV, votre corps pourra lutter contre le HPV. Et donc, il n'aura pas le temps de se déployer pour vous donner un cancer. Maintenant, dans le meilleur des cas, il faut faire la vaccination, théoriquement, avant le premier rapport sexuel. Parce que
si vous avez été en contact malheureusement avec l'HPV dès le premier rapport sexuel, ben, le processus va être déclenché. Cependant, on peut avoir un rapport sexuel sans être en contact avec l'HPV. N'est-ce pas? Statistiquement, c'est possible. Oui. Ce qui veut dire qu'on peut être vacciné contre le cancer du col de l'utérus, même en ayant déjà eu une vie sexuelle. Et est-ce que si on a déjà été en contact avec le virus et qu'on a le vaccin après, quel sera en fait l'effet? Oui, on peut être en contact avec l'HPV et se vacciner. Mais il y a un préalable. D'abord, il faut prouver qu'on a été en contact avec l'HPV, donc il faut faire le frottis. Donc, toute femme qui a déjà eu une vie sexuelle, une activité sexuelle, ne serait-ce qu'un rapport sexuel, 6 mois après le premier rapport sexuel, il est conseillé de faire son premier frottis. Ensuite, de le faire chaque 2 ans, chaque 3 mois, selon les politiques de santé du pays, peu importe. En tout cas, le premier frottis doit être réalisé au mieux 6 mois après le premier rapport sexuel. Si le frottis montre que vous n'avez jamais été en contact avec l'HPV, vous vaccinez, pas de problème. Il n'empêche qu'en vous vaccinant, vous faites quand même vos frottis annuels de surveillance. Ou chaque 2 ans, chaque 3 ans. Si le frottis montre que vous avez été en contact avec l'HPV et que vous avez des lésions, ben on traite les lésions. Et après avoir traité les lésions, on vous vaccine. La vaccination, il a été démontré qu'elle a pour effet non seulement de faire régresser les lésions, mais de faire en sorte que d'autres lésions n'apparaissent pas. Donc, la vaccination a un rôle protecteur et un rôle curatif en même temps. Et ça va protéger combien de temps? Est-ce que quand on a le vaccin une fois, il faudra faire le rappel ou bien ça peut protéger? Il y a un rappel. Comme pour la plupart des vaccins, parce que ça crée une certaine réponse immunitaire qui baisse avec le temps et qui donc il faut donner un second souffle pour que la réponse soit plus durable dans le temps. Donc, en moyenne, il faut soit un schéma, un vaccin à reprendre 6 mois après, ou bien selon le deuxième schéma, un vaccin à reprendre un mois après et 6 mois après. Pour les femmes, excusez-moi, c'est ce qu'il a dit. En fait, le docteur nous donne beaucoup d'informations et on a envie de le relancer par rapport à ce qu'il nous dit. Ben, moi, j'aimerais savoir, pour les femmes, on fait le frottis, n'est-ce pas? Mais pour l'homme, on fait quoi pour savoir si... il est très difficile, il est très difficile de mettre en évidence le virus chez l'homme, à partir des tests génétiques qui peuvent être faits sur les sécrétions génitales de l'homme ou sur le sperme, et c'est très compliqué à faire. On ne peut pas le mettre en évidence. Il n'y a pas d'intérêt de toute façon, parce que ce virus-là, de toute façon, ne fait rien chez l'homme, n'est-ce pas? Donc, il y a 2 schémas possibles. Soit... C'est injuste. Hein. Très injuste, et il y aura une solution pour réparer cette injustice. Soit il faut vacciner les hommes. Dans certains pays, comme les pays scandinaves, l'Australie, ils vaccinent les hommes. Ben, c'est le réservoir du virus. Pourquoi vacciner simplement la femme? Il faut vacciner les hommes. Donc, dans certains pays, la politique de santé publique, c'est de vacciner les hommes et les femmes. Et ce sont ces pays-là où on a vu une chute drastique de la prévalence du cancer du col, qui a été réduit à plus de 90%, simplement en vaccinant les hommes et les femmes. Mais docteur, est-ce qu'une fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel, c'est une fille qui est vierge, qui ne connaît pas d'homme, est-ce qu'elle peut faire l'examen du frottis? Non. Pour faire le frottis, on doit introduire un appareil à l'intérieur des voies génitales pour aller apercevoir le col de l'utérus et faire un petit prélèvement avec une petite brosse dessus. Donc, si on n'a jamais eu d'activité sexuelle, si on n'a jamais eu de rapport sexuel avec pénétration, on ne peut pas faire le frottis. À part le médecin, quels peuvent être aussi les autres relais? Oui, il y en a beaucoup. On a parlé des Badianougor tout à l'heure, vous avez parlé des Yaya du quartier, il y a les assistants sociaux, il y a les relais communautaires, il y a quand même plusieurs étapes, même au sein de la famille. Si vous n'avez pas des atomes crochus ou bien cette communication qui est normale, normalement, c'est dès le bas âge, dès la tendre enfance, que le parent doit instaurer avec son enfant un système de communication à telle enseigne que même si son enfant fait une bêtise, il ait le courage de venir lui en parler. Et ça va anticiper sur plein de choses plutôt qu'il essaie lui de trouver une solution pour finalement déclencher une catastrophe. Donc, c'est depuis le bas âge que ça doit se faire. Si le parent n'a pas pu entretenir ce lien-là avec son enfant, dans toute famille, on a toujours une tante, une sœur, une amie, une cousine avec qui on est très proche et à qui on peut confier ses problèmes. Et chacun dans la famille doit justement voir quelle est sa position et discuter avec qui. Et tout ça, c'est pour prévenir quelque chose qui pourrait nous coûter plus tard. Cela m'amène à demander, docteur, le coût du traitement du papillomavirus jusqu'à arriver au stade de cancer, par exemple. Alors, comment, parce que si on ne prévient pas, après, il faudra débourser. Le coût est exponentiel. Oui. D'abord, la vaccination est gratuite. Donc, si on s'y prend tôt, quand votre enfant est à 9 ans, 8, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 13 ans et que vous le vaccinez, ça ne vous coûte rien.
Ça vous coûte que le déplacement au centre de santé. C'est gratuit. Le frottis. Si on arrive au stade de frottis, en CFA, le frottis, selon l'endroit où le fait, certaines campagnes de vaccination, certaines campagnes, de temps en temps, font des frottis gratuits. Sinon, le frottis coûte entre 10 000 francs CFA jusqu'à 25 000 francs CFA maximum. Un examen qu'il faut réaliser chaque 3-4 ans, chaque 2-3 ans, disons. 10 000 francs chaque 2-3 ans, c'est faisable. Ouais. Si on est à un stade où, comme Khadija, on a dépassé le stade de vaccination gratuite, qu'on doit vacciner plusieurs vaccins, le moins cher coûte à peu près 18 000 francs CFA, le plus cher coûte 100 000. 2 doses à 3 doses. Mais ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 vaccins? Pourquoi est-ce qu'un vaccin? Pourquoi est-ce qu'un vaccin? Parce que tout ça, ça crée une psychose. Parce que quand le docteur vous dit qu'un vaccin coûte 18 000, un coûte 100 000, moi j'ai l'impression que c'est... Là, il y a un vaccin Louis Vuitton, et puis il y a un autre vaccin... oui, en fait, la différence, est-ce que c'est en termes d'efficacité ou... Non, le vaccin, il y a plusieurs vaccins. Il y a 3 vaccins. Okay. Le premier vaccin, parce qu'il y a une cinquantaine de souches de HPV. Mais tous les HPV ne donnent pas le cancer du col. Okay. Il n'y a que 2 HPV qui donnent le cancer du col, principalement. C'est le 16 et le 18. Donc, il y a un vaccin qui s'est axé sur le 16 et le 18, qui ne protège que contre le 16 et le 18. Ce vaccin, c'est le moins cher. Il coûte à peu près 18 000. Il vaccine contre le 16 et le 18. Et pour moi, c'est le plus important. Par contre, les 2 HPV, qui ne sont ni 16 ni 18, ne donnent pas de cancer, mais donnent des virus génitales. Et donc, d'autres laboratoires ont développé des vaccins qui vont protéger contre HPV 16-18, mais aussi contre ceux qui donnent les virus. Et donc, ces vaccins vont coûter un peu plus cher. Et le dernier vaccin sorti en liste, il protège contre 9 HPV. Le premier vaccine contre 2 HPV, 16 et 18. Le second vaccine contre 4 HPV. Et le dernier vaccine contre 9 HPV. Et c'est pour ça que le coût augmente. Okay. Ça coûte plus cher. Donc, on passe de 18 000 à 26 000 ou 30 000 jusqu'à 100 000. Mais lorsqu'on arrive au stade de cancer, par exemple... Alors là, on explose le plafond pour traiter un cancer. Parce que c'est pour ça que nous, notre objectif, ce n'est pas de traiter le cancer. Vraiment, il faut vraiment tout faire pour ne pas arriver au stade de cancer. Vacciner, frotter, faites tout ce que vous voulez, conisation, opérer, enlever le col, enlever l'utérus, faire ce qu'on veut. Le but, c'est de ne pas arriver au stade de cancer. Parce que pour traiter le cancer, d'abord, il faut avoir la chance que le cancer, entre guillemets, soit diagnostiqué à un stade traitable. Si on est au 3e stade ou au 4e stade, on ne peut plus vous traiter. C'est des soins palliatifs, c'est des accompagnements vers la fin de vie. Quel que soit l'ordre, vous donnez tout l'ordre du monde, vous n'allez pas guérir. Si vous êtes encore à un stade guérissable, il faut en moyenne une dizaine de millions pour avoir une chance de guérir. Donc, on passe de gratuit à une dizaine de millions. À une dizaine de millions, voire à pas de possibilité de guérir. En tout cas, restons au stade de gratuit. Donc, il faut trouver les moyens qu'il faut pour prévenir. Ah, il y a un autre moyen. Vraiment. Ah, mais alors, le bon moyen, docteur, on veut le meilleur moyen. Oui, c'est quoi le bon, le meilleur, c'est quoi ces moyens-là, inéluctable, efficace à 100% et gratuit. Mais je suis sûr que les femmes ne vont pas être d'accord. Alors que c'est pour leur intérêt. Bon, je vais écouter d'une oreille. L'abstinence. Le réservoir de virus, ce sont les hommes, non? Oui. Il faut tuer tous les hommes. Oh là là. Si on tue tous les hommes, sauf les gynécologues, il n'y aura plus de cancer à l'école. Sauf les gynécologues, en fait, ça me plaît par contre. Je vais le crier, tuer tous les hommes. On va demander le dernier mot, un dernier mot du docteur. Franchement, ça a été très instructif, ça a été très éducatif. J'ai appris beaucoup et je suis sûr que Bibiche, ma collègue aussi, a appris beaucoup. J'ai appris même beaucoup avec des informations que Bibiche a données. Et quel est le message que vous avez à lancer aux parents, aux jeunes, aux hommes en devenir? Merci. Vraiment, s'il y a un message que j'aimerais lancer, c'est à l'endroit des parents de vraiment accepter cette opportunité qu'ils ont de pouvoir protéger dans le futur de leur enfant par des techniques simples, par la vaccination notamment. En vaccinant votre enfant, vous ne lui offrez pas seulement une protection contre une maladie, vous ne lui offrez pas seulement une protection contre un virus, mais vous lui garantissez la vie. Vous lui garantissez une vie prolongée. De la même manière que lorsqu'une maman donne le sein à son enfant avec le colostrum pendant plus de 6 mois, il garantit à cet enfant-là une protection contre des cancers qui vont apparaître dans 40 ans. Lorsque vous faites vacciner votre enfant contre le cancer du col de l'utérus, vous la protégez contre un cancer qui va apparaître chez elle dans 40 ans. Peut-être vous ne serez même plus là dans 50 ans, 60 ans. Oui, vacciner les filles. Pensez à vacciner les hommes. Cette politique de santé qui dit qu'on préfère vacciner les filles seulement par les hommes, c'est plus des raisons économiques qu'autre chose. Et enfin, faire fi un peu des rumeurs.
Il y a beaucoup de rumeurs. Nous, dans nos professions, ce qui nous fatigue, ce sont les rumeurs. Que ce soit par rapport à la contraception, que ce soit par rapport à beaucoup de traitements. Les rumeurs nous mènent la vie vraiment très dure. Et la plupart de ces rumeurs sont fausses. Qu'il y ait des effets secondaires par rapport à la vaccination. Il n'existe aucun médicament sans effet secondaire. C'est simple, paracétamol, n'importe quel médicament a des effets secondaires, mais il faut faire le pour et le contre, voir. Et les avantages sont 1000 fois supérieurs aux effets secondaires que pourrait déclencher une vaccination chez une fille. Et ce serait dommage de sacrifier toute une génération, dans 30 ans, dans 50 ans, de filles qui pourraient ne pas avoir le cancer du col de l'utérus et se retrouver finalement à avoir un cancer, simplement parce que 30 ans en arrière, les parents ont fait le mauvais choix. Mais c'est vraiment très dommage. Mais on ne va pas terminer comme ça, sur cette note-là. Tu sais, chaque fois qu'on parle de cancer, les gens sont très sérieux, ça fait peur et tout ça. Non, on ne va pas terminer comme ça. C'est vrai que ça nous réveille, c'est vrai que ça nous interpelle. On doit sensibiliser, on doit informer, on doit en parler. Mais moi, je voudrais qu'on termine sur une note de gaieté. Femme, reine, tu es, n'est-ce pas? C'est vrai, eux, ils sont que des réservoirs et tout, ils vont nous... Et puis, mais nous sommes des reines. Et malgré la tête qu'il est en train de faire, il le sait très bien puisqu'il a chanté. Et je pense que c'est sur note-là qu'on va terminer. Non, mais j'aimerais, avant de faire la capella, merci, hein, le piège, il est bien. Avant de faire la capella de reine, j'aimerais quand même que la reine parle. Voilà, qu'en tant que jeune, parce que je pense que leur voix compte. C'est tel l'avenir qu'elle lance le message, qu'elle fasse un appel aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes filles qui nous regardent, mais pas seulement les jeunes filles, mais à nos parents, nos papas, parce que je pense que ta voix aura beaucoup plus d'impact. Alors, ne me regarde pas, regarde la caméra. Qu'est-ce que tu dis aux parents, aux jeunes comme toi? Un message? De s'informer sur le sujet, d'essayer de contacter des adultes, des personnes qui s'y connaissent dans le sujet et de s'exprimer, de parler, de s'informer, etc. S'informer, c'est très important. Merci. Donc, je vais m'asseoir juste à côté d'elle et puis je vais faire femme des cités, femme des banlieues, femme des universités au trajet laborieux, jeune fille des tempêtes, du village ou de la ville, des travaux champêtres au génie civil, à celles qui ont dit non à la main du canapé, pour celles qui de leur tresse tracent la voie de la lutte. Snap-moi tout.